Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les femmes du 19e siècle se laissaient volontairement enfermer dans des cages d'acier? On nous dit que c'était la mode. On nous dit que c'était un style, une esthétique, un caprice de dames riches désirant souligner leur taille. Mais arrêtez-vous une seconde et activez votre pensée critique. Croyez-vous vraiment que pour une beauté douteuse, des millions de femmes à travers le monde aient accepté de porter sur elles des constructions pesantes en acier et en baleine qui rendaient impossible une assise normale, le passage dans les portes et même une hygiène élémentaire? Vous avez été trompé. L'histoire officielle nous nourrit d'un doux mensonge sur la mode victorienne pour cacher l'un des secrets les plus terrifiants du passé. La vérité est que le crinoline n'est pas un vêtement. Cela n'a jamais été un vêtement. Ce que nous voyons sur les anciens daguerréotypes et tableaux est une structure ingénieriale complexe, un châssis technique dont la fonction était vitalement nécessaire pour la survie de l'espèce biologique. Examinez attentivement la structure du crinoline. Enlevez les dentelles, enlevez la soie et le velours avec lesquels plus tard les colons ont essayé de draper ces constructions incompréhensibles pour eux. Que voyez-vous? C'est une cage de Faraday parfaite. C'est un contour métallique fermé ceignant la partie inférieure du corps. Pourquoi? La réponse est évidente si nous cessons de regarder l'histoire à travers les lunettes roses des manuels scolaires et regardons la physique du processus. Quelle partie du corps ce châssis protège-t-il en premier lieu? Les organes reproducteurs, l'utérus, la progéniture future. Nous avons affaire à une époque où l'électricité atmosphérique, ou comme l'appelaient les anciens, l'éther, se trouvait à des niveaux de pointe, mortellement dangereux. Les historiens essaient de nous convaincre que ces robes étaient simplement inconfortables. Mais regardons les chiffres et les faits. Au milieu du 19e siècle, précisément dans les années 1850, se produit une croissance explosive de la production d'acier et de fils de fer, précisément pour les besoins de l'industrie de la couture. Réfléchissez à l'absurdité de cette affirmation. Les usines métallurgiques travaillent à pleine capacité non pas pour la construction de ponts ou de chemins de fer, mais prétendument pour que les femmes puissent porter des jupes larges. C'est un non-sens économique. Aucune mode ne peut justifier de tels coûts colossaux en métal et en ressources humaines. Sauf si il s'agit d'une question de vie ou de mort. Imaginez un monde après une catastrophe globale. Un monde où le fond électromagnétique est à son maximum. Se trouver dans la rue sans protection signifie exposer sa génétique à des mutations irréversibles ou à une stérilisation. Les hommes, dont la physiologie et le fond hormonal diffèrent, pouvaient supporter ce rayonnement différemment, ou utiliser une autre protection cachée, dont nous parlerons plus tard. Mais les femmes, qui portent des enfants, avaient besoin d'un blindage. Le châssis métallique du crinoline, souvent fait d'arcs en acier reliés par des bandes conductrices d'électricité, créait un dôme protecteur. C'est de la physique de 7e année. La charge électrique se répartit sur la surface du conducteur, sans pénétrer à l'intérieur. La femme à l'intérieur du crinoline se trouvait dans une zone de potentiel nul. Elle était en sécurité. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, c'est à quel point nous avons vite oublié la véritable fonction de ces objets. Nous nous comportons comme des sauvages qui ont trouvé une combinaison spatiale d'astronautes et ont décidé de l'utiliser comme tenue rituelle, la décorant de perles et de plumes. Ceux que nous appelons nos ancêtres du 19e siècle étaient en grande partie de tels sauvages, des colons. Ils sont arrivés sur les ruines d'une civilisation hautement avancée, ont trouvé des entrepôts avec des milliers de ces châssis et, ne comprenant pas leur essence technique, ont commencé à les porter, imitant les images de dieux ou de prédécesseurs. Ils ont transformé un moyen de protection contre les radiations et les ondes en un costume carnavalesque grotesque. Rappelez-vous à quel point souvent dans les chroniques historiques sont mentionnés les cas d'incendie de crinoline. La version officielle dit que les larges jupes accrochaient simplement des bougies ou des cheminées.
c'est un mensonge, destiné à cacher la véritable nature des phénomènes. Le tissu ne s'enflammait pas à cause des bougies. Il s'enflammait à cause des décharges électriques, de la perforation de l'isolation, quand la charge statique accumulée sur le châssis métallique dépassait les valeurs critiques. Ce n'étaient pas des incendies domestiques, c'étaient des accidents technogènes d'équipements protecteurs défectueux. Des milliers de femmes ont brûlé vives, non pas à cause de leur maladresse, mais parce que le fond électromagnétique extérieur était si agressif que même la protection ne tenait pas. Ou parce que les colons ont violé l'intégrité du circuit, en essayant de recoudre le châssis selon leur goût primitif. Nous regardons de vieilles photos et rions de leur naïveté. Mais qui est vraiment naïf ici? Ceux qui survivaient dans les conditions d'une tempête électromagnétique post-apocalyptique, ou nous, qui pensons que des arcs en acier pesant 5 à 10 kg étaient portés pour paraître plus minces? L'histoire officielle craque aux coutures dès que nous commençons à lui appliquer la logique d'un ingénieur et non d'un historien de l'art. Pourquoi précisément à cette période apparaissent de grands parapluies métalliques? Pourquoi dans l'architecture de cette époque tant d'abondance de coupoles et de flèches en cuivre, qui sont en substance des condenseurs atmosphériques géants? Tout cela est les maillons d'une même chaîne. Le crinoline est une version portable de protection, un bunker individuel qui permettait de se déplacer sur un terrain contaminé. Réfléchissez d'où venaient les technologies de production de masse d'acier le plus fin, flexible, mais incroyablement résistant pour ces cercles. La technologie de production d'un tel fil métallique nécessite des laminoirs des plus complexes et des régimes thermiques qui, selon la chronologie officielle, étaient à peine accessibles dans ce volume et cette qualité. On nous dit que c'était le progrès de la révolution industrielle. Mais les faits indiquent que c'étaient les vestiges de technologie d'une époque précédente, qu'on adaptait précipitamment aux besoins de survie. Les usines n'inventaient rien de nouveau. Elles produisaient en série des copies selon des plans trouvés ou simplement réactivaient des lignes découvertes. Vous devez comprendre une chose. L'histoire de la mode est l'une des plus grandes falsifications. On nous substitue les concepts expliquant des solutions fonctionnelles et techniques par les étranges goûts des ancêtres. Mais les goûts ne se forment pas sur du vide. Personne ne portera des chaînes pour la beauté. Si une société adopte massivement un élément de vêtement inconfortable, lourd, coûteux en production, cela signifie qu'il y a une raison valable, physique. Et cette raison est la peur. La peur devant un ennemi invisible qui imprégnait l'air de cette époque. L'éther, qui pouvait tuer un enfant à naître. L'électricité qui flottait dans l'atmosphère après la catastrophe. Plongeons dans la documentation technique de ce que les historiens appellent à tort « mode ». Si nous acceptons comme axiome que le crinoline est un dispositif ingénierial, alors chaque élément de la garde-robe de cette époque acquiert instantanément un sens sinistre, mais logique. Regardez les matériaux. De quoi cousait-on les robes par-dessus le châssis métallique? Soie naturelle, taffetas, velours. Vous direz luxe, je dirais isolation. La soie est l'un des meilleurs diélectriques naturels. Dans un monde saturé de courants vagabonds, porter une cage en acier sur le corps nu serait un suicide. Il fallait une couche isolante puissante. Les jupes multicouches qui se portaient sous le châssis et par-dessus lui remplissaient le rôle de garniture diélectrique dans un condenseur géant, dont chaque femme de cette époque était en substance. Et maintenant, posez-vous la question que, pour une raison quelconque, tous les chercheurs de costumes ignorent. Si les femmes étaient des cages de Faraday ambulantes, quelle fonction remplissaient les hommes? Regardez la tenue masculine du milieu du XIXe siècle. Frac, cylindre, canne. Ce n'est pas le style dandy, c'est un ensemble de mises à la terre et de décharges de tension statique. Le cylindre n'est pas un couvre-chef, c'est un résonateur. Notez sa forme. Un haut tube avec un haut plat et des bords. À l'intérieur de nombreux cylindres anciens qui ont miraculeusement survécu dans des collections privées et n'ont pas tombé entre les mains des falsificateurs muséaux,
on trouve des traces d'enroulement en cuivre ou de fines grilles métalliques. Le cylindre fonctionnait comme une antenne réceptrice, collectant le potentiel excédentaire de la partie supérieure du corps, afin qu'il ne frappe pas le cerveau. Et les longues basques du frac? À quoi servaient-elles? S'asseoir dessus est inconfortable, marcher avec elles gêne. Mais si nous les regardons comme des conducteurs descendant vers le sol, tout se met en place. Dans les constructions originales, antédiluviennes, que les colons ont trouvées, des fils métalliques étaient cousus dans les basques, allant du col jusqu'en bas. C'était un système d'évacuation de charge. Et enfin, la canne. Un accessoire élégant? Non. C'est un mis à la terre portable. Les cannes de cette époque avaient presque toujours un pommeau métallique et une pointe métallique, reliés à l'intérieur par une tige. Quand la tension dans l'atmosphère devenait critique, le gentleman plantait simplement la canne dans le sol et saisissait le pommeau à main nue, déchargeant le dangereux potentiel dans le sol. C'est précisément pourquoi les gants étaient un attribut obligatoire. Ils isolaient les mains du contact accidentel avec des objets sous tension, mais étaient enlevés en cas de besoin de mise à la terre. Nous observons un schéma classique de culte du cargo. Les colons, arrivés dans les villes vides après la catastrophe, ont trouvé des entrepôts avec cette tenue spéciale. Ils voyaient des images des anciens maîtres, grands, beaux, puissants, revêtus de ces constructions. Mais les nouveaux habitants ne comprenaient pas la physique du processus. Ils ont mis les crinolines, mais ont oublié l'isolation correcte, ce qui menait à des brûlures et des morts. Ils ont mis les cylindres, mais ont retiré les superflus pièces en cuivre, transformant un appareil complexe en une boîte en carton vide sur la tête. Ils ont pris les cannes en main, mais les utilisaient simplement comme appui, perdant la compréhension qu'ils tenaient un paratonnerre salvateur. Regardez les salles de bal de cette époque. D'immenses espaces, hauts plafonds, gigantesques lustres en cristal. Le cristal est un piezo électrique. On nous dit qu'on y brûlait des milliers de bougies. Vous imaginez-vous au moins combien d'oxygène brûlerait des milliers de bougies dans un espace clos? Les gens s'étoufferaient en 20 minutes. Non, ces lustres ne brûlaient pas avec du feu. Ils brillaient sous l'effet de ce même champ éthérique, dont la concentration dans les salles était maximale. Et maintenant, imaginez la danse. Des centaines de couples, tournoyant en un rythme unique. Des femmes en crinoline bobine, des hommes en frac conducteur. Ce n'était pas un divertissement. C'était un processus de génération ou d'harmonisation d'énergie. La rotation de contours métalliques dans un champ électromagnétique crée un courant inductif. Les bals étaient nécessaires, non pas pour des conversations mondaines, mais pour maintenir le fonctionnement de certains mécanismes géants du bâtiment lui-même, ou pour une charge ou décharge collective d'accumulateurs biologiques, dont les humains étaient devenus. Les colons essayaient de copier ces rituels. Ils organisaient des bals, allumaient des bougies de cire au lieu de lampes éthériques, et s'étouffaient dans la fumée. Ne comprenant pas pourquoi, ils n'obtenaient pas cette lueur magique dont parlaient les légendes. Ils ont transformé un processus technologique en foire de vanité. Mais même sous cette forme déformée, le système continuait à fonctionner à régime minimal, protégeant les fonctions reproductives de la population. C'est précisément pourquoi, malgré l'hygiène monstrueusement antisanitaire et l'absence de médecine dont nous parlent les historiens, au milieu du XIXe siècle se produit un bond démographique inexplicable. La population commence à croître de manière exponentielle, comme si quelqu'un avait allumé un incubateur. Et cet incubateur, chaque femme le portait sur elle. Observez comment changeait la forme du crinoline. Au début, c'était un dôme complet, couvrant tout de la taille au sol. Puis, à mesure que le fond éthérique commençait à diminuer ou à changer, la forme se transformait. Apparaît la tournure.
Une construction protégeant seulement le dos et le bas du dos. Pourquoi? Parce que le vecteur de la menace avait changé? Ou parce que les principaux impacts de l'électricité statique se portaient sur la moitié postérieure lors de la marche? Et au début du XXe siècle, quand le fond s'était stabilisé à des valeurs sûres, les corsets et châssis disparurent presque instantanément. Les historiens appelleront cela l'émancipation et le changement de mode. Nous voyons ici un strict suivi des indications des dosimètres. Dès que le niveau de la menace extérieure est tombé, porter une lourde armure de plomb devenait inutile. Mais il y a encore un détail qui donne des frissons. Les vêtements des enfants. Regardez les portraits d'enfants du XIXe siècle. Les garçons jusqu'à un certain âge, souvent jusqu'à 5 à 7 ans, portaient des robes. On nous dit que c'était plus pratique pour changer les couches. C'est un mensonge pour les faibles d'esprit. Un enfant de 5 ans n'a pas besoin de couche. La raison est autre. On habillait les garçons en robe pour masquer leur signe de genre vis-à-vis de l'impact sélectif du rayonnement. Ou, ce qui est plus probable, sous les robes d'enfants se cachaient de tels mêmes, seulement petits châssis protecteurs. Avant la puberté, l'organisme de l'enfant était particulièrement vulnérable. Et la division en types de protection masculin et féminin ne se produisait que lorsque le système hormonal commençait à fonctionner à pleine puissance. Nous voyons un système total de défense civile, déguisé en bizarrerie de l'étiquette. Nous vivons sur un cimetière de technologie. Ce que nous appelons l'époque victorienne, c'est un temps de survie, un temps d'adaptation à un environnement hostile laissé par la précédente guerre des dieux ou un cataclysme naturel de s'échelle planétaire. Les gens marchaient en scaphandre, vivaient dans des maisons-stations hermétiques et utilisaient les restes de grands savoirs pour simplement ne pas s'éteindre. Et ils ont réussi. Mais le prix de cette survie était élevé. Une perte totale de mémoire sur qui ils étaient et pourquoi ils avaient vraiment besoin de ces cercles de fer sous les jupes. Nous continuons à porter les restes de cette mémoire sous forme de robes de mariée avec crinoline, sans même soupçonner que nous mettons sur la mariée un modèle de costume de protection chimique et radiologique. Mais le plus intéressant est à venir. Nous approchons de la question d'où venaient ces colons et pourquoi ils ont trouvé les villes vides, mais complètement prêtes à la vie. Si le crinoline est un costume protecteur et que les villes étaient vides, alors qui sommes-nous et d'où venons-nous dans ces décors? Regardez les photos panoramiques des capitales du monde du milieu du XIXe siècle. Paris, Saint-Pétersbourg, Rome, Washington. Que voyez-vous? Le vide, un silence de tombe, des avenues immensément larges, conçues pour le mouvement de flux millénaires, se tiennent absolument désertes. Les rares figurines de personnes ressemblent à des fourmis sur fond de construction cyclopéenne. Les historiens nous parlent de longues expositions des premiers appareils photos, qui prétendument effaçaient les objets en mouvement. C'est un autre mensonge pour enfants. Les arbres sur ces photos sont nets, les ombres tranchantes, mais pas de gens. Les villes se tiennent prêtes, mais mortes. Et seulement après des décennies, sur ces rues commencent à ramper ces mêmes colons dans leurs étranges tenues à châssis. Ici, nous faisons face à la théorie d'un nettoyage global et d'une repopulation subséquente. Imaginez qu'au début du XIXe siècle, s'est produite une catastrophe qui a détruit 90% de la population de la Terre. Peu importe si c'était la guerre nucléaire de 1812, dont les conséquences nous ont été présentées comme l'incendie de Moscou et les gels, ou bien un impact spatial causant ce fameux « année sans été » et l'effet de pluie d'argile, ensevelissant les premiers étages des bâtiments à travers le monde. Ce qui importe, c'est que l'atmosphère de la planète a changé. L'air est devenu toxique, saturé d'électricité et de radiation. Les survivants ou les nouveaux arrivants se sont retrouvés dans un environnement agressif. Et c'est là que commence le véritable cauchemar. Ceux qui organisaient le peuplement
appelons-les les curateurs ou l'administration, comprenaient que la ressource biologique était au bord de l'extinction. Il leur fallait urgemment restaurer le nombre du troupeau. La femme, dans ce système de coordonnées, a cessé d'être une personne. Elle est devenue un incubateur biologique qu'il fallait à tout prix maintenir en état de marche. Le crinoline n'est pas simplement une cage de Faraday. C'est une capsule portable de maintien en vie pour l'utérus. Notez la forme des robes de cette époque. Cloche. En acoustique et en radiotechnique, la forme de cloche est idéale pour la résonance et l'amortissement des vibrations nocives. On plaçait littéralement les femmes dans des fioles insonorisées et blindées afin que le fond vibratoire extérieur de la planète détruite ne provoque pas d'avortement et de mutations génétiques. Ceci explique aussi la rigidité des normes sociales. Pourquoi était-il interdit à une femme d'apparaître en société sans corset et crinoline? Cela était assimilé à un déshabillage public? Non. C'était une violation des règles de sécurité. Paraître sans protection signifiait exposer à un risque un actif biologique précieux. La morale publique avait été réécrite pour les besoins de la survie de l'espèce. Indécent signifiait mortellement dangereux. On ne pouvait enlever le châssis que dans des locaux spécialement équipés, blindés. Des chambres aux murs épais, tendus de lourdes tapisseries, qui remplissaient aussi le rôle d'isolant. Regardons les soi-disant forteresses en étoiles. La science officielle dit que ce sont des ouvrages fortifiés pour la protection contre les canons. Mais n'importe quel artilleur vous dira que cette géométrie complexe de murs est inutile contre les obus. En revanche, elle est idéale pour travailler avec les processus ondulatoires. Les forteresses en étoiles sont des générateurs géants ou des harmonisateurs d'espace. Et maintenant, imaginez des villes construites autour de ces étoiles. Les gens marchant dans les rues dans leurs costumes résonateurs n'étaient pas simplement des habitants. Ils étaient des éléments vivants de la chaîne, des contacts de fermeture dans un circuit intégré géant de la ville. Leurs vêtements étaient accordés sur la fréquence de fonctionnement de ces forteresses. Le crinoline capturait les vibrations de la terre et des murs, les transformant en un fond sûr pour le corps. C'est précisément pourquoi, quand ces stations ont cessé de fonctionner ou ont été délibérément déconnectées au début du XXe siècle, la nécessité des crinolines a disparu d'elle-même. Le champ a disparu. La protection n'était plus nécessaire. Mais il y a encore un fait qui crie simplement la substitution. Les dimensions des portes. Regardez les portes de l'Isaac, les entrées des cathédrales d'Europe, les portails des vieux bâtiments de banques et de gares. Les poignées de ces portes se trouvent au niveau de la tête d'un homme moderne. Les marches des escaliers sont calculées pour la foulée d'un être d'au moins 3 mètres de hauteur. Nous vivons dans les maisons de géants que nous avons occupées, comme les cafards occupent une cuisine vide. Et nos ancêtres collants, qui ont trouvé ces entrepôts de crinoline, utilisaient peut-être un équipement qui, pour les géants, était quelque chose comme du linge de corps ou une légère tenue domestique. Ce qui pour nous est une lourde cage d'acier, pour les êtres de la civilisation précédente, pouvait être une nanostructure des plus fines, soutenant la forme de leurs corps énergétiques. Nous portons les haillons des dieux. Nous avons adapté leur technologie à nos corps primitifs. La statistique de natalité de la fin du XIXe siècle montre une explosion anormale. La population doublait et triplait en quelques décennies. C'est impossible au niveau de médecine, où les mains des chirurgiens étaient lavées seulement après l'opération et non avant. La seule explication logique, le facteur extérieur a cessé de tuer. La protection a fonctionné. La ferme est sortie à pleine capacité de projet. Les femmes dans les cages d'acier ont accompli leur tâche. Elles ont porté et donné naissance à une nouvelle génération d'esclaves pour le nouveau système. Et ici, nous approchons de la conclusion la plus cynique. Toute cette romance du XIXe siècle, tous ces bals, poésies, duels, ce n'est qu'un écran de fumée. Une mise en scène théâtrale pour détourner l'attention pendant que derrière le rideau se déroulait une sélection rigoureuse et une restauration du cheptel. On nous élevait comme du bétail,
en assurant un minimum nécessaire de protection contre l'environnement que les curateurs eux-mêmes ont peut-être détruit. Et le crinoline était l'outil principal dans ce processus. Pas l'éventail, pas le chapeau, mais le châssis d'acier, sans lequel l'humanité se serait simplement éteinte de maladies des radiations ou de dégénérescence génétique déjà en 1850. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Alors expliquez-moi pourquoi, dans les asiles psychiatriques de cette époque, on enfermait de force les femmes dans de telles mêmes constructions, mais on appelait cela des chemises de force. Le principe est le même, restriction de mobilité et fixation. Peut-être les asiles de fous n'étaient pas des prisons, mais des zones de quarantaine pour ceux qui avaient reçu une trop grande dose d'irradiation et commençaient à voir la réalité sans filtre. Ceux qui arrachaient leur châssis et criaient que le ciel brûlait d'un feu violet et que les villes étaient en réalité des schémas d'alimentation. On les déclarait fous et on les cachait loin pour qu'ils n'effraient pas les autres moutons du troupeau. Nous sommes les descendants des survivants dans un bunker que nous appelons par erreur la planète Terre du 19e siècle. Et nos vêtements sont la mémoire de cette guerre. Mais la découverte la plus terrifiante vous attend plus loin. Si les crinolines protégeaient de l'éther par en bas, qu'est-ce qui nous protégeait par en haut? Et pourquoi sur les anciennes cartes, le ciel a une autre couleur? Nous approchons de la résolution de pourquoi on nous a changé la mémoire et forcé à croire que nous descendons des singes, et non pas que nous avons été artificiellement engendrés dans des incubateurs d'acier sous les jupes de nos arrière-grand-mères. Si la partie inférieure du corps de la femme était protégée par le crinoline, une cage d'acier, que se passait-il avec la partie supérieure? Regardez les accessoires, les ombrelles. Les dames du 19e siècle ne sortaient jamais dans la rue sans ombrelle. On nous dit qu'elles craignaient le bronzage, parce que la peau pâle était un signe d'aristocratisme. C'est une explication risible pour la maternelle. Croyez-vous vraiment que dans le Pétersbourg nuageux, ou à Londres, où le soleil est un rare invité, des millions de femmes portaient avec elles des cannes inconfortables, avec dôme seulement pour la couleur du visage? Non. L'ombrelle était l'élément de fermeture supérieur du contour protecteur. Examinez la construction d'une ancienne ombrelle. C'est toujours une tige métallique, des balènes métalliques et un dôme en soie ou en tissu spécialement imprégné. En combinaison avec le crinoline et le corset, l'ombrelle créait autour de la femme une sphère complète de sécurité. La tige métallique de l'ombrelle fonctionnait comme une antenne paratonnerre, recevant sur elle les décharges atmosphériques d'en haut et les évacuant par le contour externe en contournant le corps vers le sol, à travers les éléments conducteurs de la robe ou cette même canne dont nous avons parlé précédemment. Ce n'était pas une mode pour la pâleur, c'était une nécessité d'écran pour la tête et la glande thyroïde contre le rayonnement dur qui tombait du ciel. C'est précisément pourquoi les ombrelles étaient si importantes. Sans elles, la protection était incomplète et le dôme restait ouvert par en haut, transformant la femme en cible vivante pour un coup éthérique. Et maintenant le plus terrifiant, le corset. On nous a inculqué que les femmes se brisaient volontairement les côtes et comprimaient les organes internes pour une taille de guêpe. C'est un mensonge qui exhale le cynisme. Le corset n'est pas de l'esthétique. C'est un bandage médical et simultanément une barre de mise à la terre. Dans des conditions de gravité accrue ou de déplacement vibratoire qui pouvaient accompagner les conséquences de la catastrophe, les organes internes de l'homme étaient soumis au risque d'affaissement. Le corset maintenait le corps en tonus, remplissant le rôle d'exosquelette. Mais il y avait une seconde fonction, plus sombre. Dans les corsets étaient cousues des plaques métalliques, les balènes. Elles adhéraient étroitement au corps, créant un contact fiable. C'était un bornier. Pour que le système crinoline-ombrelle fonctionne, il fallait un conducteur fiable sur le corps, qui reliait le haut et le bas
en un seul circuit. On enchaînait littéralement les femmes dans un schéma électrotechnique, où leur corps jouait le rôle de résistance ou de condensateur. Réfléchissez à l'anomalie démographique du milieu du XIXe siècle. D'où venaient des millions d'orphelins? D'immenses maisons d'éducation, à Moscou, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, apparaissent comme des champignons après la pluie. Les historiens marmonnent quelque chose sur une haute mortalité des parents et la pauvreté. Mais les chiffres ne concordent pas. La population des villes croît à un rythme explosif, tandis que les rues sont remplies d'enfants vagabonds. La réponse qui vous fera dresser les cheveux sur la tête est que les crinolines ont fonctionné. C'était un programme d'incubation massive. Les femmes, transformées en laboratoire ambulant pour porter le fœtus dans un environnement protégé, ont produit une croissance colossale de biomasse. Peut-être que beaucoup de ces enfants étaient enlevés juste après la naissance et placés dans des institutions d'État pour une reprogrammation de la conscience. On leur créait une nouvelle histoire, une nouvelle mémoire, de nouveaux noms. C'était une génération élevée en cage, une génération ignorant le vrai passé. Nous sommes les descendants de cette expérience. Nous sommes le produit de la restauration de la population après la Grande Purge. C'est précisément pourquoi il nous est si difficile d'imaginer une vie sans technologie. Nous en sommes génétiquement dépendants. Ceux qui ont survécu sans crinoline ont probablement muté ou péri. Et ont survécu ceux qui ont docilement enfilé le châssis d'acier. C'était une sélection naturelle, mais dirigée artificiellement. Ceux qui ont refusé de porter la nouveauté de mode n'ont simplement pas laissé de descendance. Leur système reproducteur a été brûlé par l'éther atmosphérique. Ainsi, à travers la mode et le prétendu choix volontaire, l'administration de la planète a conduit une sélection eugénique rigoureuse. Ne sont restés que les obéissants, ceux qui sont prêts à tolérer les inconvénients, la douleur et les restrictions pour se conformer à la norme. Regardez les photos des rues après les soi-disant inondations ou déluges. Les premiers étages sont ensevelis de glaise, mais les gens dans les rues, en costumes propres, idéaux. D'où viennent, chez les réfugiés ayant survécu à la catastrophe, les cols amidonnés à la perfection et les robes complexes avec crinoline? Parce que ce ne sont pas des réfugiés. C'est du personnel débarqué sur l'objet pour la déconservation. On leur a remis une uniforme correspondant aux paramètres physiques actuels de l'environnement. L'argile sous les pieds, c'est le sol alluvial après le cataclysme, qui masquait la radiation par en bas. Et le crinoline masquait par en haut. Tout est pensé dans les moindres détails. Souvenez-vous comment les crinolines ont disparu soudainement. Cela s'est produit exactement quand dans le ciel sont apparus les premiers dirigeables et avions. Et sur Terre, les tramways et l'éclairage électrique. Pourquoi? Parce que l'éther a été dompté. L'électricité atmosphérique, qui tuait auparavant, a maintenant été confinée dans les fils. L'environnement s'est stabilisé. La nécessité de cages de Faraday individuelles a disparu. On a libéré les femmes des corsets, non pas les suffragettes, mais les ingénieurs qui ont éteint l'interrupteur de l'émetteur global. Dès que le fond est tombé à des valeurs sûres, porter sur soi 10 kg d'acier est devenu absurde. Et la mode a été immédiatement réécrite. Soudain, il est devenu à la mode d'être naturel. Mais les traces de cette opération sont partout. Dans l'architecture, dans notre code génétique, dans notre étrange attirance pour le métal et les objets brillants. Nous regardons les vieilles robes et ressentons une vague nostalgie. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une mémoire génétique de la sécurité. Subconsciemment, nous nous souvenons qu'à l'intérieur du cercle d'acier, c'était calme. À l'intérieur de la cage, cette horreur qui régnait dehors ne nous atteignait pas. Nous sommes les enfants de ceux qui se cachaient dans les jupes, au sens littéral du terme. Sentez-vous comment l'image du monde s'effondre, comment les manuels scolaires d'histoire se transforment en recueils de contes pour attarder,
Ils nous ont caché la vérité sur le fait que nous étions au bord de l'extinction. Ils ont inventé des contes sur les impératrices et les favorites pour masquer le fait de la gestion technologique de la natalité. Mais la question principale reste sans réponse. Si les crinolines protégeaient de l'éther et que les villes étaient vides, alors qui a allumé cet éther? Qui a créé des conditions incompatibles avec la vie pour ensuite, comme un fermier malade, distribuer aux troupeaux des costumes protecteurs? Qui a appuyé sur le bouton rouge? Qui a transformé l'atmosphère de la planète en chaise électrique, forçant les survivants à se cacher dans des cages métalliques sous l'apparence de jupes volumineuses? La réponse à cette question est la clé pour comprendre toute notre réalité. Nous approchons de la fin, et maintenant vous verrez le visage du vrai marionnettiste. Ce ne sont pas les rois ni les présidents. Ce sont ceux qui possèdent les technologies de contrôle du climat planétaire et des champs éthériques. Ceux que dans les anciens textes on appelait dieux et que nous aujourd'hui pourrions appeler administrateurs du serveur. Le 19e siècle n'était pas un siècle de progrès, mais un siècle de recultivation rigoureuse et cynique. La planète a été purgée, lavée par ce même déluge, puis on a activé le mode de séchage, un champ éthérique haute fréquence qui devait évaporer l'humidité excédentaire et détruire les restes de déchets biologiques. Le crinoline était une solution technique temporaire. Dès que l'humidité est retombée et que le fond éthérique s'est stabilisé grâce au lancement de puissances génératrices stationnaires, ces mêmes centrales électriques qu'on nous a présentées comme de nouvelles inventions, la nécessité de costumes protecteurs individuels a disparu. Avez-vous remarqué que la mode des châssis métalliques a disparu exactement au moment où les villes ont été couvertes de fils? On nous dit que c'est l'électrification. Mais regardons la vérité en face. Les fils ne sont pas simplement un transport d'énergie. C'est une cage. Une cage de Faraday globale, stationnaire, qui a recouvert nos villes. Avant, chaque personne portait la protection sur soi. Maintenant, on a construit la protection autour de nous, en confinant l'éther dans les veines de cuivre des câbles. Nous avons simplement échangé le scaphandre individuel contre la vie à l'intérieur d'un réacteur géant, planétaire. Regardez la tour Eiffel. Regardez les mâts radios de Choucault. Ce ne sont pas simplement des pylônes de communication. Ce sont des aiguilles pour l'acupuncture de la planète. Elles se plantent dans les points nodaux des lignes de force de la Terre, déchargeant les excès de tension dans l'atmosphère ou, au contraire, les collectant. Dès que ce réseau global a fonctionné, la nécessité de crinolines, de cylindres et de corsets avec fils métalliques a disparu. Le système est passé en mode automatique. L'humanité, comme un troupeau, a été transférée du corral de quarantaine vers un pâturage libre, mais dans les limites d'un territoire clôturé. On nous a donné l'illusion de la liberté, en nous enlevant les lourds cercles. Mais en échange, on nous a mis des colliers invisibles de dépendance à ce même système. Nous rions de nos ancêtres qui portaient de l'acier sous la robe. Mais regardez-vous, ne portons-nous pas avec nous chaque jour des appareils qui échangent constamment des signaux avec les pylônes? Nous portons volontairement dans nos poches des balises qui enregistrent chacun de nos pas. La différence est seulement que le crinoline protégeait l'homme du système, tandis que les gadgets modernes, au contraire, le connectent directement à lui. Nous sommes devenus partie de la chaîne. Si au 19e siècle, une femme en crinoline était un élément isolé, aujourd'hui, chacun de nous est un transistor dans le circuit. Nous sommes nous-mêmes devenus des sources d'alimentation et de transmission de données pour ceux qui continuent cet expériment. L'histoire des crinolines prouve que la chronologie officielle est une fiction. On nous a effacé la mémoire de la catastrophe, la remplaçant par des contes sur le changement de style. On nous a inventé une culture, un art et une mode pour expliquer des actions purement utilitaires, de survie.
Nous sommes une civilisation d'amnésie. Nous marchons dans des rues construites par des géants, vivons dans des maisons qui étaient des stations de communication et portons des vêtements qui sont une version dégradée de costumes protecteurs. La robe de mariée, c'est un culte du cargo. L'uniforme scolaire, c'est l'uniforme d'incubateur. La cravate autour du cou de l'homme, c'est un lambeau symbolique de cette même bande de mise à la terre qui sauvait autrefois la vie et qui maintenant serre simplement la gorge, rappelant l'esclavage. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que le cycle se répète. Regardez autour de vous. Le monde se tient à nouveau au seuil de changements grandioses. Anomalies climatiques, maladies étranges, discours sur la nouvelle normalité, monnaie numérique, métavers. Ne vous semble-t-il pas qu'on nous prépare à nouveau à un changement de mode? Peut-être bientôt, on nous proposera à nouveau d'enfiler quelques costumes protecteurs, qu'il s'agisse d'avatars numériques ou de nouveaux types de vêtements avec électronique intégrée. Et on nous expliquera à nouveau cela par souci de sécurité ou nouveau trend. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez que derrière chaque changement global d'apparence se cache une nécessité physique de survie dans des conditions que l'on nous crée artificiellement. La grande réinitialisation a déjà eu lieu, et plus d'une fois. Le 19e siècle était le temps où l'humanité a été redémarrée après un crash. Le crinoline est le symbole de ce redémarrage. C'est la preuve que nous étions au bord de l'anéantissement et avons survécu seulement grâce à des technologies dont nous avons perdu le sens. Nous regardons les vieilles photos et voyons non des fashionistas, mais des stalkers de zones d'exclusion. Nous voyons des héros qui, dans des conditions inhumaines, ont pu porter et donner naissance à nous. Une génération qui a oublié ses vrais parents et a commencé à adorer les manuels d'histoire écrits par les vainqueurs. Ne laissez pas vous tromper à nouveau. Quand on vous dira qu'une nouvelle technologie ou un nouveau vêtement sont nécessaires pour la beauté ou le confort, cherchez le double fond. Cherchez la tâche technique. Cherchez de quoi on essaie de vous protéger. Ou, au contraire, à quoi on essaie de vous soumettre. L'histoire du crinoline nous enseigne le principal. Dans ce monde, il n'y a rien de fortuit. Chaque pli sur la robe de l'impératrice, chaque bouton sur l'uniforme du soldat, chaque flèche sur le toit de la cathédrale, ce sont des éléments d'une seule machine complexe et parfois impitoyable. Une machine qui fonctionne encore. Nous vivons dans une matrice construite sur les ruines de l'âge d'or. Et peut-être, en ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes, quelque part dans des lieux clos, on prépare déjà de nouveaux patrons pour notre réalité. Est-ce que ce seront à nouveau des cages d'acier ou quelque chose de pire? Cela dépend de la vitesse à laquelle nous nous réveillerons. Étudiez le passé non pas par les livres, mais par les plans d'ingénieurs. Regardez les tableaux comme des schémas. Et alors, peut-être, la prochaine fois, quand le ciel s'illuminera à nouveau du feu électrique, vous saurez quoi faire pour survivre, sans vous transformer en humain obéissant dans un bel emballage.